toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de la saison 2 de Podcaf. Je suis avec Léo et Angélique, salut. 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 Aujourd'hui on va parler de délires un peu improbables qui ont été faits par des gens. Donc ça peut être des engins ou ça peut être des situations ou des événements qui ont voulu être créés mais qui ont finalement été un enfer ou complètement avortés. Et du coup, on va commencer comme d'habitude avec les petites recos. Alors, moi je commence du coup avec ma reco d'aujourd'hui. En fait, c'est quelque chose qui s'est passé en 2021. Le nom du projet, ça s'appelle Cap sur El Cap. C'est l'histoire d'une bande de jeunes entre 20 et 30 ans qui sont partis d'Europe en voilier et leur but était de rejoindre les États-Unis pour aller gravir El Capitan. Donc c'est cette paroi rocheuse ultra connue et très très dure à franchir sur plusieurs centaines, même des kilomètres de grimpe. Donc ça se fait sur plusieurs jours. Il faut camper sur la paroi, se relayer et tout. C'est vraiment quelque chose, une grosse prouesse. Et pour s'entraîner tout au long de leur voyage, comme ils étaient sur un voilier, ils ont créé des murs d'escalade sur leur voilier. Donc voilà, des petits blocs et tout. Exactement. Je crois que j'avais vu une partie de... Il y a eu une vidéo qui a été faite, je sais plus sur Combini ou autre, où ils parlaient mais c'était pas un teaser pour un film ou je sais pas quoi. Je crois qu'ils ont fait un reportage ou un film sur leur aventure, parce que leur but premier était d'aller grimper là-bas, mais sans utiliser d'avion, bien sûr. Ouais. Et donc arrivé aux États-Unis, ensuite ils ont acheté un camion, je crois. Ils ont dû revendre le voilier, je sais plus trop, et après se déplacer en stop et tout jusqu'au lieu précis. Voilà, donc c'est une aventure folle et je pense que vous pouvez trouver des docus, plus d'informations sur internet. T'as le nom de l'équipe qui a fait ça Parce que je crois que c'est 2 grimpeurs ou 3 grimpeurs qui se sont entourés d'un marin et d'un autre gars pour faire le voyage en sécurité. Alors, c'est Seb Bert et Soline Kenzel qui ont fait ça. En tout cas, c'est un couple. Et après, non, j'ai pas les autres noms. Okay. Je pensais qu'ils avaient un nom de crew ou un truc comme ça. Alors, ou une chaîne Instagram ou... ça s'appelle À l'assaut d'El Cap. Ok. Et voilà, j'ai pas d'autres infos. Ok. D'ailleurs, il y a une série Netflix qui vient de sortir où c'est un meurtre qui s'est passé à El Cap. Voilà. Une grimpeuse qui est tombée et tout le monde pense qu'elle est juste tombée et il y en a un qui dit non, moi je crois pas qu'elle est tombée, moi je crois qu'elle a été assassinée de la pire des manières. Voilà. Ok, super Rocco qui mériterait peut-être même qu'on en fasse un épisode dans bonne idée. Dans la suite des aventuriers et tout, ça pourrait être sympa. Angélique, t'as une reco toi Moi j'ai une reco-lecture d'un livre que j'ai lu pendant mes heures d'attente en étant chauffeur de taxi. Il s'appelle Docteur, puis-je vous voir avant 6 mois. Ok. C'est un livre de Nicole Deburon qui date de 2003, alors il est pas super récent, je suis désolée. En fait elle explore le monde des hôpitaux avec humour et beaucoup de sarcasme. Elle explique à peu près comment on peut passer d'une simple chute, un multiple traumatisme, mais sans grosse gravité, à comment on peut passer d'une simple chute à tous les services des hôpitaux, tous les médecins des hôpitaux, etc. Vraiment, c'est hilarant, j'ai passé un super moment, c'est léger, c'est facile, c'est drôle, c'est distrayant. Ça parle de bavure hospitalière ou... les petites anecdotes qu'on peut tous avoir aux hôpitaux et aux petites aux bavures comme tu dis, aux choses qui vont se passer très rigolotes avec les médecins, où tu peux attendre 4 heures dans une salle d'attente parce qu'ils sont complètement débordés et voir le médecin 2 minutes pour te dire il y a rien. Voilà, super moment, j'ai adoré ce livre. Ok, très bien. Et toi Mathéo, ta reco? Alors moi du coup c'est un film qu'on a vu en partie ensemble il n'y a pas si longtemps, c'est Évanoui de Zach Cregard. Alors le nom anglais c'est Weapons et il va vachement mieux au film, je comprends pas pourquoi ils l'ont appelé Évanoui. Et quand il dit en partie ensemble, c'est parce que moi j'ai dormi au moitié du film. Et c'est un chouette film, alors c'est... dans la lignée des films d'horreur, mais j'aurais tendance à dire que pas vraiment, c'est plus un thriller fantastique que vraiment un film d'horreur. Il y a 3-4 moments trash
parce que c'est dans la ligne des films d'horreur et que du coup, bon, il y a du démembrement et des choses comme ça. Mais Bon appétit. sans ça, c'est un bon thriller et il suffit juste de se cacher un peu les yeux de temps en temps si vous aimez pas ça et c'est cool. Mais du coup, le speech du film, c'est dans une classe d'élèves aux États-Unis. Il y a tous les élèves qui disparaissent en même temps, la même nuit. Ils sont pris par les caméras des maisons et tout ça, à la même heure. Tous, ils sortent de chez eux dans une position bizarre et ils courent dans une direction. Et dans cette classe-là, du coup, le lendemain, il y a la prof qui vient et elle a qu'un seul élève qui est dans la classe. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Et du coup, c'est vachement bien. C'est super bien tourné parce que dans le film, bon, ça vous spoil un peu sur comment c'est tourné, mais pas sur l'histoire. C'est tourné de façon à ce qu'on voit le point de vue de différents personnages sur 2 jours, à peu près. Et les choses qui leur sont arrivées et qui sont en fait toutes liées et de la plus belle des façons. Et c'est filmé super bien. Il y a des petits plans séquences qui s'enchaînent vraiment bien. Et puis c'est bien écrit. Enfin, franchement, une claque. Moi qui aime pas trop le gore et le trash habituellement. Là, j'ai pris un vrai plaisir à regarder. Ah putain, ils se sont mis à tel endroit pour faire tel truc et tout. Franchement, c'était vraiment chouette. C'est un bon film d'horreur, entre guillemets. Ouais. Ce qui est très drôle de regarder des films d'horreur avec toi, Mathéo, c'est que des balles perdues. tu sais que c'est un film d'horreur, donc t'es toujours un peu tendu, un peu toujours sur le qui-vive. Et dès qu'il y a un screamer, même pas un screamer, parfois juste une porte qui claque fort, tu fais un petit boum et tu t'en aperçois pas toujours. Vraiment, c'est très mignon. Et tu sursautes et moi, je suis à côté de toi et je dis hop, ah, il y avait un truc qui faisait peur. Bon, alors très sinon, drôle. on va parler des... Non mais d'accord, c'est gentil, merci. Du coup, oui, on va aborder le sujet principal après ces bonnes petites recos qu'on a tous eues. Qui veut commencer ? Moi ? Ouais. Ah, ok, d'accord, ça marche. Alors moi, je voulais parler d'un délire d'ingénieur que je trouve absolument merveilleux. L'engin s'appelle l'écranoplan. C'est un avion à effet de sol soviétique. Donc il a été découvert en 1967 par des clichés d'un satellite espion américain qui survolait la zone, une zone soviétique. C'est une base navale de la mer Caspienne. Et ils ont découvert un engin super bizarre qui ressemble à un avion avec des ailes atrophiées, qui fait 100 mètres de long. Donc c'est gigantesque, genre l'A380, donc le plus gros avion de ligne qui vole actuellement, il fait 70 mètres de long. Là on est sur un truc qui fait 30 mètres de plus, 38 mètres d'envergure, des ailes hyper courtes, il y a l'air d'y avoir 8 réacteurs sur d'autres ailes au niveau du cockpit à l'avant. Enfin un truc vraiment bizarre et c'était en pleine guerre froide, la course aux étoiles, etc. Du coup ils ont trouvé ça vraiment chelou, un engin qui a l'air d'être destiné à se déplacer sur l'eau vu qu'il est dans une base navale. Et du coup, les Américains l'ont baptisé le monstre de la mer Caspienne. Et en gros, c'est l'ingénieur Rostislav Alexeyev qui, avant la guerre froide ou au tout début, était très intéressé par les bateaux avec hydrofoils, donc ces espèces d'ailes marines qu'on met dans la flotte et les bateaux s'élèvent dessus. Et il trouvait ça vachement intéressant parce que ça permet de se libérer un peu de toutes les contraintes qu'inflige l'eau à une coque de bateau, etc. Donc ça permet d'aller plus vite sur l'eau. Et sauf que les hydrofoils prennent des charges monstrueuses et s'abîment très vite. Et du coup, c'est pas forcément fiable pour une utilisation militaire et autres. Donc il s'est dit, tiens, ce serait cool qu'on puisse utiliser l'effet de sol. Et donc l'effet de sol, c'est cette espèce d'effet qui fait qu'un avion à l'atterrissage, on a l'impression qu'il est un peu sur coussin d'air. Il y a une résistance qui l'empêche d'atterrir vraiment. Tu dois forcer un peu plus au moment de l'atterrissage pour justement contrer l'effet de sol. Et c'est juste parce que il y a une masse d'air qui est sous les ailes et du coup ça permet à l'avion de planer comme ça à 2-3 mètres, voire 10 mètres du sol sans problème. Et pendant des centaines et des centaines de mètres sans problème. Donc, ouais. J'attendais que tu finisses de parler tout à l'heure pour te demander ce que c'était l'effet de sol. Du coup, c'est fait. Merci beaucoup. De rien, voilà. Pas de souci, avec plaisir. Et du coup, l'engin, je vous ai dit un peu à quoi il ressemblait tout à l'heure. Mais il
il permet en gros de voler au-dessus de l'eau à 5-10 mètres et atteindre des vitesses folles de 430 km/h sur la flotte. Et ça, c'était sa vitesse de croisière. C'est-à-dire que quand il marche normalement, il va à cette vitesse-là. Tu vois. Il pouvait atteindre des pointes de 650 km/h. Mais à 10 mètres du sol ? À 10 mètres du sol. Et du coup, c'est hyper intéressant parce que ça permet de porter des charges ultra lourdes, enfin des charges qu'un bateau peut emmener et pas un avion, mais tout ça à la vitesse d'un avion. Donc c'est hyper intéressant, surtout pour des transports de troupes ou de véhicules militaires ou quoi que ce soit un peu partout sur le globe. Donc du coup, Alexeïev a cherché à avoir des financements supplémentaires pour pouvoir développer à bien son truc. Et les dirigeants, je ne sais plus qui c'était, je me suis renseigné hier, mais je n'ai pas trop regardé. Je sais que ça s'est arrêté quand Khrouchtchev est arrivé au pouvoir ou Gorbatchev, je ne sais plus. Enfin bref. Donc du coup, voilà, une sorte d'avion bateau. Il a 2 paires d'ailes, 10 turboréacteurs, dont 8 à l'avant, pour faciliter l'effet de sol, parce qu'en fait, les 8 réacteurs à l'avant crachaient l'air qui passait dedans sous les ailes qui étaient en dessous, et du coup ça permettait de faciliter la levée de l'engin quand il n'avait pas beaucoup de vitesse et du coup faciliter sa portance comme ça. Et il a 2 réacteurs au niveau de la queue qui eux étaient juste là pour le propulser vraiment. Et du coup, les financements ont été faits. Il permettait d'être quasi impossible à suivre par les radars parce qu'il était trop bas. Mais il était aussi trop haut pour être repéré par les sonars des sous-marins. Il pouvait éviter toutes les mines marines. Et puis les zones profondes aussi. Il peut servir de base de tir pour des missiles nucléaires. Parce que du coup, vu qu'il peut porter un poids monstrueux, il peut porter 8 silos de missiles sur son dos. Pratique. Ça a l'air vachement pratique cet engin, mais j'en ai jamais vu. Non, non. Mais du coup, il y a eu un Classe Lune qui est sorti parce que le premier truc qu'on a vu était vraiment gigantesque. Le Classe Lune est un peu plus petit et lui, il était échoué sur une plage. C'est celui dont on peut trouver des images récentes parce qu'il est échoué sur une plage au niveau de la mer Caspienne. J'ai vu, il y a des images sur Google Maps vue du ciel. C'est ça, où on voit ce truc-là échoué. Mais je crois qu'il est en démantèlement. Ah merde. Je suis déçu parce que vraiment j'aurais bien voulu aller le photographier. Il n'en existe pas un autre dans un endroit ou en chantier, je crois. Non. Non, le seul autre qui existe, c'est une version plus petite qui a été faite après le Classe Lune et qui est exposée au musée de la marine de Moscou. D'accord. Et du coup, un peu chiant à y aller en ce moment. Mais du coup, le Loon, là, la classe Loon, c'était celui qui pouvait tirer des missiles sur son dos. Il y avait 100 km de portée, c'était du anti-navire, c'était pas du nucléaire. Mais bon, il suffit de changer la tête et après t'en fais ce que tu veux. Et du coup, ils ont arrêté le projet parce que les entretiens étaient monstrueux à cause des embruns. Fallait entretenir vraiment le matos parce que s'il y avait de l'eau qui allait dans le réacteur ou quoi, ça pouvait vraiment foutre le bordel. Ça tourne de manière tout à fait horrible, c'est-à-dire que pour pouvoir éviter un bateau, il fallait s'y prendre vraiment longtemps à l'avance pour prévoir sa trajectoire, parce qu'évidemment ils peuvent pas prendre de roulis ou de ballons ou de quoi que ce soit, parce que sinon tu touches la surface de l'eau et ça va t'arrêter sévère. Et puis ensuite, il ne pouvait pas se déplacer en plein océan parce qu'il lui faut une surface quand même suffisamment plane. Donc les vagues et tout, ça ne marche pas. Les vagues, ça ne marche pas. Il pouvait être au-dessus des vagues qui faisaient 1 mètre. Mais au-delà de ça, les seules images qu'on a, parce que oui, il y a des vidéos de l'engin qui fonctionne. Vous pouvez les trouver sur YouTube. Et il est là, mais c'est en pleine mer, il n'y a pas de vagues, il trace. Par contre, c'est impressionnant d'avoir fonctionné. C'est monstrueux et ça a l'air de bien marcher. Mais pour tourner, c'est compliqué. Donc voilà. Et il y a des gens, des Français, qui se sont dit tiens, ce serait quand même cool de remettre au goût du jour ce projet-là. Et donc il y a un projet qui s'appelle Aqualine, qui consiste à faire des transports de personnes sur des trucs comme ça et effet de sol. Et ils travaillent en commun avec Alpine, parce que Alpine est en Formule 1. Et ils se servent des recherches d'Alpine en aéro. Pour faire leur truc de transport de passagers. Donc pour l'instant, il y a un prototype qui est en cours. Mais sur l'eau aussi ? Sur l'eau aussi. Ah oui, d'accord, ok. Qui est en cours. Ils pourraient transporter une quinzaine de passagers. Et ils aimeraient en faire où ils pourraient mettre 300 passagers dedans, quoi.
genre des trains sur la flotte, quoi. D'accord. Et du coup, voilà. Mais pour des grandes traversées, des grandes longueurs, des parce grandes- que si tu vas aller en Angleterre, ça va aller beaucoup trop vite, t'as pas le temps de... Je sais pas. En tout cas, c'est un projet qui est en cours et c'est en partie français, donc voilà, on va voir ce que ça donne. C'est tout jeune là, mais voilà. Ok, hyper intéressant. Ça me fait... entre ton sujet et le mien, on est sur quelque chose qui vole et du coup, ça me fait penser, en fait, les taxis volants prêts pour les JO, on en est où? Ah oui, c'est vrai ça. Et l'histoire des plateformes ou je sais pas quoi avec Hidalgo ou. Voilà, C'est À pas voir. Hidalgo, je sais plus. à voir. Mais je me demande où ça en est parce que prêt pour les JO, du coup, il semblerait qu'il y ait un tout petit peu de retard. Qui continue avec son histoire? Ouais, moi, comme ça, Ok. c'est un sujet un peu différent et après on repart sur un transport. Vas-y. Alors moi, je vais parler d'un film qui a été fait en 1982. C'est un film de Werner Herzog, donc c'est un réalisateur allemand. Et alors je vous fais le petit speech du film et après je vous explique en quoi c'est un projet complètement dingue. Ok. En fait, c'est l'histoire d'un homme qui veut créer un opéra en pleine forêt amazonienne. Donc, pendant la grosse crise du caoutchouc en Amérique, donc c'est entre 1850 et 1890. Et c'est vraiment la période où il y a beaucoup d'Européens ou autres qui sont là-bas pour l'exploitation du caoutchouc. Et souvent, c'était pas mal les personnes sur place qui étaient exploitées pour ça. Et donc en cette période-là, il veut créer son opéra en pleine jungle. Et c'est un personnage assez fou. Et donc ce réalisateur a voulu représenter ça, mais de manière hyper réaliste. Et donc pour ce faire, il a décidé de faire aucun effet spéciaux. Donc il a pris un vrai bateau à vapeur qui faisait 320 tonnes. Putain. Et il a reproduit le trajet que ce personnage réalisait à cette époque-là, sur un bateau beaucoup plus petit en plus à l'époque. Et en fait, il s'est rendu compte que le fleuve de l'Amazone était bouché à certains endroits. Il s'est dit, en fait, ça va être une bonne idée pour le film de faire traverser la montagne avec ce bateau. Donc, ils ont fait appel à tous les locaux, des Indiens, pour les aider à transporter ce bateau. Donc, ils ont rasé la forêt. Putain. Et ils ont tiré à force de leurs bras avec des cordes sur des rondins, sur des arbres qu'ils ont découpés sur place, ce bateau, donc avec un dénivelé énorme sur plusieurs kilomètres. Et donc ils ont réussi à faire traverser la montagne avec cet C'est engin. incroyable. Putain. Et ça s'est très très mal passé parce que le Tu tournage m'étonnes. était désastreux. Déjà, l'acteur principal qui joue le personnage de Fitzgeraldo, qui est Klaus Kinski, en fait, il était connu pour être infect sur tous les plateaux. Et là, pour la petite anecdote, il y a même des indigènes qui ont demandé s'ils pouvaient pas l'exécuter même gratuitement pendant le tournage parce que c'était insupportable. Ils se Mais c'est battaient incroyable. sur place. Il y avait des conflits avec le réalisateur et voilà. Il y a même eu des graves blessés pendant ce tournage. Il y a eu deux crashs d'avion aussi parmi les gens de l'équipe qui sont Putain. voilà. Pas trop de blessés morts, enfin pas de morts en tout cas. Il y a une personne qui s'est fait mordre par un serpent, ils ont dû l'amputer avec une tronçonneuse parce qu'ils avaient que ça sur place. Non, c'est vraiment allé très très loin. Et après, quand le bateau est réatterri dans la rivière, ils ont gardé les images dans le film. Donc si vous décidez de voir ce film-là, vous allez voir des choses vraiment réelles et concrètes. Putain. La scène est impressionnante de réalisme en fait. et le bateau a fini par s'échouer, par couler. Et je crois qu'on peut retrouver encore des vestiges de ce navire-là en forêt amazonienne. Ouais, après, flemme. Hein. Mm. Grosse flemmasse de me balader en. Franchement, ça m'intéresserait bien. Mais voilà. Et donc, en fait, ce qui est intéressant dans ce projet-là, c'est que Werner Herzog a voulu parler d'un personnage qui était complètement fou, qui a réussi à faire des projets faramineux. Et en fait, l'histoire de ce film et de ce réalisateur est presque encore plus folle Ouais. et plus importante que l'histoire dont il voulait parler, en fait. Putain. Donc, qui est le plus grand génie ou fou de l'histoire on saura pas dire. C'est clair. Bah, merci Léo pour cette anecdote. Elle est folle. C'était en quelle année, Léo? Alors, c'était en 1982.
Putain, mais c'est quand même assez récent, si je puis dire. Comment ça peut être possible en 1982 de se dire que c'est une bonne idée d'exploiter autant de gens? Parce que c'est pas du volontariat, là, je pense pas, clairement pas. Hein. Non, il était connu, ce réalisateur, pour être une personne très rigide. On pouvait pas du tout rigoler avec lui. Quand il avait une idée en tête, il allait jusqu'au bout. Et malgré de nombreuses fois où les producteurs ont dit non mais arrête ton projet, c'est beaucoup trop grave, dangereux et tout, il a décidé d'aller jusqu'au bout de ça. Donc voilà, est-ce que c'est un génie? Est-ce que c'est un tortionnaire? Voilà, c'est dur de jauger. Mais je vous encourage à regarder des images de ce film si vous voulez pas vous infliger le film. bateau qui arrive dans l'eau. Ouais, mais même les parties où ils tirent le bateau dans la forêt, où tu vois les arbres. Parce que ça fait c'est partie dans du le film aussi, ouais. Ça fait partie du film. Il l'a incorporé. Bon, autant faire je pensais des que belles c'était images. juste pour rejoindre l'endroit où ils Non. allaient tourner et qu'ils l'ont faisaient traverser le vraiment mis bateau. dans le film du coup. Oh là 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 là. Et on le voit du coup, le personnage principal là sur sa petite chaise avec son phonographe en plein milieu de la jungle à chanter de l'opéra et voir ces gens qui tirent le bateau. Waouh. Il y en a au moins un dans tout ça qui passe un bon moment. Alors peut-être le personnage, mais l'acteur en lui-même, je sais pas. Ça après, je pense qu'on va pas lui demander. Non. Mais, ok, d'accord, putain, c'est fou. Voilà, donc je suis un peu hors sujet par rapport à ce que tu avais demandé, mais Je pensais à des engins, mais c'est vrai que c'était pas très clair. Mais c'est pas grave, ça fait une chouette anecdote et un truc fou. Enfin, ça rentre dans les projets fous qui ont été faits par des fous. En plus, là, il a été fait jusqu'au bout parce qu'il y a le film existe, quoi. Jusqu'au bout, mais quand même de manière assez catastrophique et dramatique. Complètement. Mais oui, c'est un projet qui a abouti, ouais. La vache. Alors que moi, les cranoplans, ils ont fait 2 tests, ils ont fait les gars, non, pas bonne idée. Trop cher. Alors toi, Angélique? Alors à mon tour. Alors moi, je vais pas parler de. Enfin, c'est un peu. Enfin, faut quand même être un petit peu réfléchi pour faire ce genre de choses. Moi, je vais parler du dirigeable. Enfin, des dirigeables de manière globale. Dirigeables qui ont été créés aux alentours de 1852 par Henri Giffard. En fait, à la base, c'était à vapeur. Aujourd'hui. Après, non. Ça a été non utilisé pendant environ 50 ans. C'est revenu aux alentours de 1900. RIP, pour une fois en 1937. Ouais, c'était très court. Un dirigeable, c'est quoi? C'est un avion, globalement. Un aérostat. Rempli d'hélium, enfin c'est un cigare rempli d'hélium qui peut transporter à la base pas grand chose, du courrier, de la pub et ensuite quand les personnes quand Zeppelin du coup c'est un c'est quoi mon mot, enfin quand la marque entre guillemets Zeppelin est arrivée sur le sujet, ils ont fait un cigare non plus en papier, carton et tissu, mais en dur. Et à partir de là, ils ont pu transporter du coup certains touristes, notamment pour traverser l'Atlantique. Faut savoir qu'un dirigeable, ça fait 200-250 mètres. Ouais, c'est gros. Un avion aujourd'hui, ça fait 75 mètres maximum. Un avion aujourd'hui, ça va à 800 km/h. Un dirigeable, ça allait à 130 km/h. C'était déjà vachement rapide, on est bien d'accord. Je m'attendais à tellement moins, ouais. Je m'attendais à 40, un truc comme ça, tu vois. Genre... En vrai, je pense que c'est vitesse de pointe, 130 km/h et poussé par le vent, je pense quand même. Alors, c'est c'est très très léger, ça consomme du coup très très peu. Par contre, du coup, c'est tributaire des conditions météo, hein, évidemment. Ouais, comme les montgolfières. Ça a tous les avantages d'un avion et tous les désavantages de la montgolfière. Voilà, et c'est très 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 inflammable. Voilà. Mais malgré tout, à l'époque, quand il y a eu le transport de tourisme, il y avait quand même une cabine pour fumer. Voilà, moi je dis ça. Les gens étaient moi je dis ça, magnifique. Je dis rien. Ça a aussi été utilisé pendant la guerre parce que ça peut voler, pour cette époque en tout cas, très haut. Ouais. Donc du coup, hors de portée de tir. La tour Eiffel servait de mât. Ouais. Comment pour faire monter les gens, d'amarrage pour des zeppelins. C'est probablement pas amarrage, mais voilà. Mais pour faire monter des gens dedans, quoi. Enfin, voilà, peu importe les trucs que tu fais monter dedans. Mais...
Et du coup, dans 37 ans d'utilisation, il y a eu une quarantaine de crashs, quand même, ce qui est pas rien. Ouais. Et donc, du coup, les utilisateurs, donc les touristes, de moins en moins confiance en ce moyen de transport. L'utilisaient de moins en moins. Et en fait, il y a eu un très très gros crash le 6 mai 1937 du Hindenburg. Oui. Désolé pour la prononciation. C'était créé par les ingénieurs allemands. Il s'est écrasé pendant sa tentative d'amarrage. Dans le New Jersey, ça a tué 36 personnes sur une centaine de personnes à bord et des personnes au sol. Ouais. Ça aurait pu être pire. Oui, mais bon, c'est déjà pas c'était quand mal. même hyper impressionnant pour l'époque. Et à partir de là, plus de transport en dirigeable. Ok. J'ai une petite anecdote sur ce truc-là. Vous pouvez voir l'image du crash sur la pochette du premier album de Led Zeppelin. C'était lui. Et l'image est incroyable parce que c'est vraiment une photo, un cliché qui a été pris au moment du. Donc c'est fou. Led Zeppelin. Ah bah oui, le groupe, ça vient de là. Waouh. J'ai la lumière qui s'éclaire dans mon cerveau là. Waouh. Tout à l'heure, tu disais ça piquait. Non mais du coup, ouais, il y a plein de choses qui s'expliquent là. Voilà. Alors du coup, pour en revenir à aujourd'hui, les dirigeables sont plus utilisés du tout. Enfin, du tout. Un tout petit peu en Suisse pour le tourisme. Mais du tourisme quoi, c'est vraiment de la balade. Mais il y en a un aux 24 heures du Mans. Il y a un... Mais c'est de la publicité. Ah non, il y a des passagers qui peuvent monter dedans. Ouais. Je crois qu'il faut un pass spécial et tout, mais tu peux survoler le circuit depuis le ballon. C'est quoi la différence entre une montgolfière et un dirigeable ? Tu couperas au montage. Je sais pas la réponse, Léo. Il y a un moteur. Moi, je crois savoir. Je crois en fait que le ballon de dirigeable était rempli d'un gaz, d'un hélium ou quelque chose comme ça, et donc le ballon était fermé et en fait c'est un moteur sur le truc qui permettait d'avancer. Ah oui. La montgolfière, ça fonctionne avec l'air chaud qui se gonfle dans la voile et qui fait monter. Et du coup, pour descendre et monter, il fallait régler la flamme ou lancer des sacs, des ballasts. des ballasts. Ouais. Donc le poids gère. Et du coup, il y a à peu près ce même système de ballastre sur le dirigeable quand tu fais monter quelqu'un dedans. Oui, mais logique. Tu jettes quelque chose en dehors. Un autre passager. Ouais, alors si tu veux, fallait choisir. C'était à la courte paille. Oula, ça peut être sympa le projet. Bah, le truc était fait en osier, alors du coup... Je suis désolé. C'est QFD. Du coup, aujourd'hui, les dirigeables sont en projet. Il y a une société française, me semble-t-il, qui essaye de faire des prototypes pour remettre le dirigeable en utilisation pour le transport difficilement routier. En vrai, le principe est cool. Le principe est cool, je trouve que le principe est cool, mais a l'air très compliqué à mettre en œuvre quand même. Ouais. Ce serait utilisé pour le transport éolien, parce que les pales d'éoliennes, ça prend beaucoup de place sur la route, c'est très compliqué à transporter, on peut pas les emmener partout. Le transport de bois aussi en forêt, sur les forêts d'exploitation. De toute façon, on a presque plus que ça, remarquez. Pour éviter de refaire des routes, avoir beaucoup de camions, etc. Un dirigeable qui est capable de transporter plusieurs tonnes. Ce serait l'idéal, mais c'est pareil, il faut qu'il soit lesté ou délesté. Donc il faudrait qu'il se déplace avec un camion. Il parlait éventuellement d'une réserve d'eau dans le camion pour lester ou pas, qui suivrait du coup le dirigeable au point A et au point B. Il faut des c'est pas aéroport, c'est des stations d'atterrissage extrêmement grandes, parce que ça fait quand même 200 mètres, des hangars gigantesques. D'ailleurs, il y en a un qu'on a vu de près, c'est le hangar Y à Paris. Il servait de stockage pour un ballon à l'époque. C'est pour ça qu'il existait. Hangar Y, super salle d'expo du coup, artistique et tout à Paris. Du coup, la prochaine fois qu'on retourne à Paris, on ira le voir. On l'a vu à l'abandon, ce hangar, puis en travaux. Et les travaux se sont finis à 2-3 ans et c'est magnifique. Ouais. C'est ce qu'ils ont fait, ouais. Mais trop petit pour le projet dirigeable d'aujourd'hui. C'était un hangar très grand, mais avec les dirigeables qu'ils veulent faire aujourd'hui, ce sera beaucoup trop petit, donc pas possible d'être réutilisé. Voilà.
Bah, merci Avec pour plaisir. ces Zeppelin. Alors, j'ai parlé de Led Zeppelin tout à l'heure parce que quand tu m'as dit que tu faisais sur les ballons, ça m'a fait penser à de la musique parce que Led Zeppelin, évidemment, c'est dans le nom. Et il y a aussi un autre groupe qui a fait un morceau sur une tragédie de ballons, c'est Iron Maiden. Et il y a le morceau The Empire of the Clouds. Et dans l'album The Book of Soul qui est sorti en 2015. Et c'est sur l'accident du dirigeable R101. C'était apparemment le plus grand du monde à cette époque-là, donc en 1930. Et il s'est écrasé à Beauvais, à côté de Beauvais, à Alonne plus précisément. Et du coup, voilà, il y a ce morceau-là qui existe de Iron Maiden. Ouais, différents crashs encore et encore de dirigeables. Hein, donc, De toute façon, il y en a eu un paquet, donc je pense que... ça. Et aujourd'hui, pourquoi pas le réutiliser, mais à voir dans quelles conditions, comment. Et puis, souvent, ces gros projets, quand ils arrivent, ils veulent les implanter sur des forêts où il y a une densité... Un écosystème, un écosystème et tout, ouais. Et une biodiversité différente, c'est ça. Donc, à voir, je pense que c'est un beau projet, à le réfléchir correctement, mais moi, je suis pas ingénieur. Ok. Non, super. Est-ce que ça vous a plu de parler de trucs comme ça ? Ouais, carrément, merci beaucoup. Il y aura certainement un autre épisode avec Mathéo, Clément, Pierre, que vous avez déjà vu dans la saison 1, et Mathéo d'ailleurs dans le premier épisode de la saison 2. Et du coup, je vous propose qu'on se revoie la prochaine fois. Et puis on se fait des bisous. Bisous. Merci beaucoup, bisous bisous. Salut. À bientôt.